Bonjour, bonsoir les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de Apple, de l'effondrement de Apple. Et vous voyez ici, ça c'est le graphe. Le graphe, ça pue, je vous l'avais dit il y a 1-2 semaines. Je vous avais d'ailleurs promis une vidéo sur Apple. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Donc si vous kiffez ce type de vidéo, mettez-moi un énorme pouce bleu, mettez-moi en commentaire du agir et on y va. Donc ici, sur Apple, on le voit bien, il y a cette divergence baissière qui est validée, d'accord. Alors bien évidemment à très long terme, on est encore sur quelque chose d'assez acheteur, c'est normal. On fait que corriger un mouvement de fond, mais néanmoins on sent véritablement un épuisement, d'accord. Ici vous voyez, on a des points hauts, mais qui sont de plus en plus faibles. Vous voyez ici, point haut, deuxième, troisième, d'accord. Et là, on a cette notion finalement de divergence. Je vais prendre ça. Vous voyez, on a cette notion de divergence. Donc, c'est-à-dire que on sent un épuisement dans la hausse. Néanmoins, le retournement, et ça encore une fois, alors bien évidemment, c'est pas tout le temps, mais quand on a cette cassure, souvent, ça commence effectivement à signaler un retournement de tendance. Parce que finalement, un mouvement qui est haussier, il y a souvent des corrections qui sont assez faibles, mais la psychologie dominante, elle est acheteuse. Donc, un marché haussier continue de monter. Mais quand la psychologie se retourne, souvent, on note un épuisement. Et sur les indicateurs techniques, finalement, un indicateur technique, c'est quoi? C'est un indicateur de vitesse. D'accord? C'est un indicateur de momentum. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, un grand analyste technique, qui s'appelle Martin Pring, d'accord? Et d'ailleurs, il avait écrit un bouquin sur le momentum. Et pour lui, effectivement, les indicateurs techniques, finalement, le plus gros avantage de l'indicateur technique, c'est la vitesse. Et quand on a une vitesse qui commence à décliner, ça veut dire que le marché risque de s'essouffler. Donc, on n'est pas encore dans un retournement majeur, mais on voit bien qu'on se rapproche finalement d'une grosse zone de support et la cassure, elle pourrait faire très mal. Alors, pourquoi Apple, pour moi, c'est aussi important? C'est très simple. Apple, c'est la première capitalisation boursière au monde. Vous voyez ici, Apple, ça représente 2400 milliards de dollars. Microsoft, juste après, 2200 milliards de dollars. Alphabet, c'est-à-dire Google, 1800. Vous avez Saudi Aramco, donc, qui est quand même la plus grosse boîte pétrolière au monde, 1860. On a Amazon, 1756. On a Facebook, 1000 milliards de dollars. Alors, bien évidemment, là, ça, je l'avais pris juste avant le crash, d'accord? Et on a Tesla en 7e position. Et puis, vous voyez ici, ça, c'est la boîte de Warren Buffett. Ça, c'est des boîtes chinoises, Tencent, Nvidia. Et puis, JP Morgan arrive en 13e position. D'accord? C'est la première banque. Enfin, il y a Visa également. Alors, c'est pas vraiment une banque, mais on voit effectivement, voilà, ces deux mastodontes, Alibaba. Mais on voit finalement dans le classement, dans le top 10 mondial, on voit les GAFAM. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi c'est aussi important ce qui se passe avec Apple? C'est pas n'importe quelle boîte. Apple, c'est 2 fois les cryptos, d'accord? C'est 2 fois plus le Bitcoin. Donc c'est 2000 milliards, le Bitcoin c'est moins de 1000 milliards, donc on voit un peu la puissance de Apple. Apple, au départ, ça valait pas grand-chose, ça valait 5 milliards, on a eu l'iPod, et encore une fois, Steve Jobs, Steve Jobs, ça a été un génie, et c'est quelqu'un qui a finalement permis à cette boîte de tout exploser. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a mis du temps avant d'exploser. Et encore une fois, on revient, on fait le parallèle entre la bourse, mais également le mindset ou la liberté financière. C'est ça. Ça, c'est le chemin à parcourir avant de commencer à exploser. Et ça, on le voit en 2000 et 2010, c'est moyen, c'est moyen. Mais après, ça explose. Et beaucoup de gens, encore une fois, ils sont là, ils veulent en 2 ans ou en 1 an exploser. Mais en fait, il faut parfois 5 ans, il faut 10 ans, 15 ans avant véritablement d'exploser. Ça, vous devez bien le comprendre. Si vous êtes sur un chemin de liberté financière, l'idée, c'est pas de se dire au bout de 2 ans, c'est bon, j'ai pas de résultat, je comprends pas. Mais oui, même les plus grosses boîtes, on le voit. Les résultats n'arrivent pas de suite. Ça met du temps. Et bien sûr, qu'est-ce qui permet à Apple de cartonner? C'est l'iPhone. 54% des ventes. Maintenant, on a des services qui montent en puissance. On a le Mac, l'iPad, les produits annexes.
mais la deuxième grosse catégorie, c'est les services. Et donc, pourquoi Apple baisse? Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Si vous êtes chaud, continuez de me mettre des likes. Donc, Apple, c'est une bombe à retardement pour les bourses mondiales. Ça, c'était le titre que j'avais créé il y a 2 semaines. C'est incroyable parce que, voilà, c'est finalement, ça commence à se matérialiser dans les faits. Donc, en quelques jours, Apple a perdu 12% de sa valeur, mais également, on a Facebook hier qui a perdu 5%. Apple, comme je le disais, c'est 2400 milliards. 12%, ça représente 288 milliards. 288 milliards, c'est le PIB, plus que le PIB de la Finlande, du Chili, de l'Égypte. Il y a plein de pays qui ne produisent pas en un an 300 000 milliards de dollars. Alors on va me dire, oui mais Tammy, ça n'a rien à voir. Je sais, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est quand même un gros pays, très peuplé. Eh bien, la production sur une année, c'est cette perte en bourse. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est pas rien. Pourquoi la baisse maintenant? Tout simplement parce que vous l'avez constaté, hein, le Nasdaq il a explosé à la hausse et on a eu finalement un phénomène voilà, de bulle sur le Nasdaq. Et donc aujourd'hui, ça commence à s'épuiser et c'est tout à fait logique. On va également taper sur ces boîtes. Hein. Je vous ai dit, aujourd'hui, ces boîtes dominent le monde. Regardez, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet. Alors ici, ça, je pense que c'est les grosses boîtes américaines. Hein, Alibaba, bon, c'est pas vraiment américain. Non, c'est bizarre. Ils n'ont pas mis Saudi Aramco et c'est pas grave. Mais on voit bien que Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, etc. On voit bien que dans le top 10, il y a que des GAFAM et Tesla qui commencent à se rajouter dans le lot, Tencent également, Alibaba, mais qui ne sont pas des boîtes américaines. Mais on voit que elles dominent le marché, elles dominent l'économie mondiale, elles dominent les marchés financiers mondiaux. D'accord? Donc, c'est pas des petites boîtes. Et puis, dans nos vies, ces boîtes sont omniprésentes. Quasiment tout le monde a un iPhone ou un Samsung. Mais moi, j'ai un iPhone, j'achète que plein de produits Apple. Je sais pas, je suis un super client chez Apple. Et je pense que de plus en plus de gens achètent des produits Apple. Donc, le problème, c'est que ces boîtes sont en position dominante. Elles sont dans ce que l'on appelle un monopole. D'accord? Or, pour une économie capitaliste traditionnelle, un monopole, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que, premièrement, les prix sont élevés, c'est-à-dire Apple met les prix qu'il souhaite. Il n'y a pas assez de diversité des produits, c'est à prendre ou à laisser. Et puis, effectivement, quand il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'innovation parce que finalement, on est en position de force. Donc, la concurrence est bonne parce que la concurrence, c'est également de la compétition. Et donc, le fait que dans une économie capitaliste, il y ait plusieurs concurrents, c'est bien. Maintenant, ces boîtes aujourd'hui sont quasiment en situation de monopole. C'est-à-dire, il n'y a pas de concurrent à Apple aujourd'hui, Samsung, etc. OK, mais ça reste des boîtes qui aujourd'hui sont quasiment dominantes. Il n'y a pas vraiment de concurrent à Amazon, pas vraiment de concurrent pour Google, pas vraiment de concurrent pour Microsoft. On voit que ces boîtes trustent les premières places au monde. Et un monopole, c'est dangereux parce que ça tue la concurrence. C'est-à-dire que ces boîtes sont tellement puissantes qu'elles peuvent imposer leurs conditions. Et ça veut dire quoi pour nous, consommateurs, mais également pour les États, mais également pour les autres entreprises? Ça veut dire qu'elles ont la possibilité de tuer la concurrence. Et Apple a cette possibilité de tuer la concurrence. Donc, le monopole, c'est dangereux. Et récemment, il y a eu un procès contre Apple avec Epic. Et c'est pour ça que c'est très important, cette vidéo. Ça permet de comprendre la baisse actuelle. Et donc, on a un procès. Et ce procès, ce n'est que le premier. On a la même chose sur Facebook. Donc, on commence à attaquer ces grosses boîtes parce qu'elles sont dangereuses, parce qu'elles sont trop importantes, parce qu'elles gagnent trop d'argent et parce que finalement, elles sont capables de faire et de défaire des États. Par exemple, Trump, aujourd'hui, qui accuse Twitter, qui veut récupérer son compte Twitter. On peut aimer Trump ou détester Trump, mais on voit bien que les réseaux sociaux ont une capacité d'influence qui n'est pas négligeable. D'accord? Trump, Twitter a dit, voilà, les propos sont haineux, etc. Facebook également. Et puis, ces réseaux sociaux, leur but. Alors, c'est vrai que il y a un rôle également. On peut pas laisser dire tout et n'importe quoi, clairement. Mais ces réseaux sociaux ont une capacité d'influence.
Et donc, le fait de dire à un ex-président ou à un président des États-Unis, écoute, on n'accepte pas tes posts parce qu'ils sont haineux, vous voyez un peu la puissance de Facebook. Mais en même temps, c'est ce qu'on a reproché à Facebook. Donc, je vais y arriver juste après. Donc, Apple, aujourd'hui, c'est la plus grosse capitalisation boursière au monde. C'est la première à franchir les 2000 milliards de dollars. Et Apple possède 200 milliards de dollars de trésorerie en cash. Cash. Ils peuvent acheter d'autres boîtes, ils peuvent investir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est le PIB de certains pays. Et bien évidemment, récemment, pourquoi Apple a baissé? Parce qu'il y a eu ce procès, ce fameux procès avec Epic Games. Et le problème de la baisse d'Apple, je vous ai montré l'importance, la puissance de Apple. Le problème de ce procès, le problème de cette baisse, c'est un effet contagion. Et on commence déjà à le ressentir. Donc, le procès entre Apple et Epic Games, et je vais vous en parler juste après, c'est un coup porté à Apple. Mais est-ce que ça justifie finalement la baisse de Apple? Est-ce qu'il y a des raisons plus profondes? Est-ce qu'on est en train de vivre un retournement? Est-ce que cela peut avoir un impact sur la bourse dans son ensemble? Ici, vous voyez, Apple ne peut plus forcer les développeurs à utiliser in-app purchasing. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous savez que quand vous allez sur un iPhone, d'accord, auparavant, il fallait acheter auprès d'Apple, d'accord? Tu achètes auprès d'Apple. Aujourd'hui, après ce procès, tu n'es plus obligé de passer par Apple, c'est-à-dire que celui qui propose une app peut te donner un lien et te dire tu sors de Apple pour acheter mon bien. D'accord? Donc on a évolué vers quelque chose où Apple imposait ses conditions à une situation où Apple n'a plus cette possibilité. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a aujourd'hui des grands gagnants qui sont en situation de quasi-monopole. Les GAFAM font peur parce qu'ils sont très forts, très puissants. Ils représentent une menace pour l'économie mondiale parce qu'ils sont aujourd'hui plus puissants que les États. Et Apple fait face à la pression des régulateurs, notamment l'App Store. On veut que l'App Store aujourd'hui soit ouvert au grand public. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que finalement on cherche également à atteindre le pouvoir d'Apple? Pourquoi ce procès entre Apple et Epic Games est important? Donc Epic Games, c'est une boîte de jeux. Les jeux mobiles représentent 100 milliards de dollars. C'est important, mais Apple peut digérer ça. Encore une fois, je vous l'ai dit, rien que la trésorerie de Apple, c'est 200 milliards de dollars. Apple prend généralement 15 à 30% des ventes brutes qui sont effectuées sur sa plateforme et les ventes sur l'App Store ont généré 64 milliards de dollars en 2020. Aujourd'hui, après ce procès, Apple ne pourra plus imposer ses conditions, c'est-à-dire que Apple, on lui a intimé l'ordre d'apporter un changement à la façon dont elle génère de l'argent à partir de son App Store. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple doit laisser les développeurs d'applications mobiles orienter les consommateurs vers des méthodes de paiement extérieures. Donc, si tu as une app sur Apple, Apple ne pourra plus t'obliger à la facturer sur place, sur son App Store, mais tu peux le faire à l'extérieur. Et González Rogers, qui est la juge, a conclu qu'Apple a adopté un comportement anticoncurrentiel qui nuit aux consommateurs et qui les empêche d'obtenir des prix plus avantageux. Ce que je vous expliquais précédemment, la théorie de la concurrence. Dans une économie capitaliste, la concurrence est saine, la concurrence est bonne. Mais quand les entreprises sont en position de monopole, elles vont tout faire pour casser la concurrence. Pourquoi? Parce que, justement, elles n'ont pas intérêt à avoir la concurrence. Et quand elles le font, c'est que derrière, il y a également un calcul. Rappelez-vous, Microsoft a tué Apple et c'est Microsoft qui a donné un chèque à Steve Jobs pour lui dire « Continue Apple » parce que Microsoft était en position dominante. Grâce à Microsoft, Apple existe toujours. Il ne faut pas l'oublier. Donc, la juge n'a pas conclu que l'App Store était un monopole et elle n'a pas ordonné à Apple de permettre à des marchés d'applications tiers de fonctionner sur son système d'exploitation. Elle a juste donné la possibilité d'orienter les paiements à l'extérieur.
Et donc, la conclusion, c'est que la Cour ne peut pas conclure que Apple est un monopole, que ce soit en vertu des lois antitrust, fédérales ou étatiques. Pour Apple, bien évidemment, c'est un succès. Pourquoi? Parce que le tribunal a confirmé, voilà, selon Apple, que l'App Store ne viole pas la loi antitrust, c'est la loi de concurrence. Comme l'a reconnu, le succès n'est pas illégal. Et c'est effectivement ce qu'avait dit la juge. Epic n'a pas vraiment eu gain de cause parce qu'effectivement, Epic, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait disposer de sa propre place de marché. Parce qu'encore une fois, c'est comme... Je sais pas moi, c'est Apple, c'est comme s'ils ont un marché, d'accord? Et ils disent, si tu veux vendre, tu dois obligatoirement passer par nous. Et si tu passes pas par nous, t'as pas le droit de vendre. Or, aujourd'hui, sur les téléphones portables, Apple domine, d'accord? Donc, si tu ne passes pas par Apple, ça veut dire que si tu es un développeur d'app, tu te fais avoir. Donc, aujourd'hui, grâce à ce procès, un développeur pourra vendre à l'extérieur ou orienter à l'extérieur. Et donc, le problème d'Epic, c'est ce qu'ils voulaient. Maintenant, avec ce procès, ils ne pourront pas le faire. Maintenant, l'autre marché intéressant, c'est la Chine. Et en Chine, ils sont en train de lutter contre les monopoles parce que ils ont justement peur des monopoles. Et Kai Feng, c'est un conseiller de la Banque centrale chinoise. Il dit la nouvelle révolution technologique avec des phénomènes plus marqués de rendement croissant produira inévitablement une tendance sans précédent au monopole. C'est-à-dire qu'encore une fois, on se rend compte de la chose suivante. D'accord? Apple a zéro concurrent. L'iPhone a zéro concurrent. Alors, Samsung, moi j'en ai acheté, hein, il y a Huawei, etc. Mais sur son marché, ils sont quasiment en position de force. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, leurs frais, et c'est pour ça qu'on parle de rendement croissant, parce que généralement, il y a deux dimensions en économie. Les rendements décroissants, au-delà d'un certain niveau, les rendements deviennent de moins en moins élevés. Mais dans le cas de Apple, plus ils grossissent, et plus les rendements sont exponentiels, parce qu'ils sont en position dominante. Et donc, Kai Feng, qui est économiste, qui est également conseiller de la Banque centrale, il dit voilà, ces nouvelles technologies, en fait, ces boîtes, elles se développent et elles deviennent de plus en plus puissantes et elles ont des rendements croissants. Et on ne peut pas les empêcher de grossir encore plus. Et il dit, Pékin devrait redoubler d'efforts pour contrôler l'expansion des entreprises technologiques, car le développement des plateformes Internet entraîne une dynamique du gagnant rafle tout. Ça veut dire que ces boîtes deviennent tellement importantes qu'elles peuvent tuer le game. Aucun concurrent. Et elles peuvent devenir plus puissantes que des États. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, le problème ici, ça va accroître les inégalités et ça va ralentir la croissance économique. C'est étonnant parce que les Chinois sont plus capitalistes que les Américains. C'est-à-dire, ils ont vu que ces boîtes devenaient quasiment des monopoles, dominaient le marché, et donc ils ont voulu les freiner pour avoir de la concurrence. C'est assez marrant, quoi, parce que c'est un pays communiste, quoi. Et donc ils disent oui, voilà, ils sont en position monopole, on veut de la concurrence. C'est marrant. Donc en Chine, les victimes, c'est Alibaba, Tencent, et ces deux boîtes effectivement ont morflé, quoi, parce que je vais revenir ici rapidement sur Baba. Donc ici, vous voyez Alibaba, c'est l'effondrement. Cette boîte, et ça, c'est la politique chinoise. Hein. Cette boîte, elle a perdu 56%. C'est énorme. Est-ce qu'on va voir la même chose sur Apple? J'espère pas. Mais vous voyez un peu ce qui s'est passé en Chine. C'est l'hécatombe. Hein. Et vous avez Tencent. Et donc, on voit bien que les Chinois ne rigolent pas. Hein. Tencent également, qui a quand même pas mal baissé. Donc ici, la baisse, elle est de 42%. Donc, c'est quand même des très, très, très grosses baisses. On est d'accord. Donc, récemment, on a l'effondrement de Facebook, 5%. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des procès contre Facebook. Il y a une lanceuse d'alerte, elle bossait chez Facebook. Et elle a dit la chose suivante. Elle a dit, Facebook fait passer ses profits avant la sécurité de ses utilisateurs. Et elle a remis des milliers de pages de recherche interne de Facebook à la SEC, mais également au Wall Street Journal. Et elle a dit, j'ai pris la parole pour tirer la sonnette d'alarme sur les pratiques de Facebook. Facebook aurait trompé le public avec ses affirmations sur la lutte contre la désinformation et les discours de haine. L'entreprise était au courant, elle savait qu'il y avait des discours de haine, etc.,
mais elle n'a pas divulgué les effets dévastateurs de ces services comme Instagram. Et on s'est rendu compte, et vous voyez ici, que Instagram pouvait aggraver la santé mentale d'adolescents déjà en souffrance. C'est-à-dire que tout ce phénomène des influenceurs, voilà, les photos de gens qui sont parfaits, qui ont des vies parfaites, etc., ça déstabilise les influenceurs. Et donc, Facebook avait une étude. Dans cette étude, ils savaient pertinemment que c'était dangereux pour la santé mentale des adolescents, mais ils n'ont pas voulu l'ébruiter. Pourquoi? Parce que derrière, il y a beaucoup de pognon. Vous voyez un peu? Donc, Facebook est en position dominante, mais est de plus en plus faible sur un plan juridique. Parce que là, on parle de santé et puis les discours de haine. Et donc, on a constaté qu'il y avait énormément de messages que Facebook ne censurait pas. Et c'est là où, encore une fois, on en arrive à est-ce qu'ils doivent censurer ou pas. Et vous voyez ici, une découverte par Hogan montre que Facebook a pris des mesures pour seulement 3 à 5% des discours incitant à la haine sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y a 95% de messages qui ont été laissés par Facebook, mais ça, encore une fois, on est bien d'accord que c'est un peu limite. Quelle est la limite? Qu'est-ce qu'on peut accepter? Qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter? D'accord? Et est-ce que Facebook peut se permettre de le faire? Néanmoins, on voit qu'ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que derrière, il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire quand vous voyez des discours voilà, un peu limites sur Facebook, ça explose en nombre de vues, en nombre de likes, en nombre de partages. Et Facebook surfe dessus parce que ça lui met énormément de trafic. Maintenant, est-ce que c'est vraiment Apple qui a généré cette baisse ou est-ce que tout simplement il y a d'autres choses? Bah oui, Apple, c'est pour moi le premier élément. Pour moi, il y a tout d'abord cette notion de régulation. Et vous voyez que c'est super important. C'est-à-dire que les régulateurs vont vouloir taper sur les GAFAM. On le voit avec Apple et on le voit avec Facebook. D'accord? Ces deux boîtes aujourd'hui sont en train de souffrir. Mais on a Google également, il y a des procès. Alphabet plutôt. On a également Microsoft. D'accord? Donc, toutes ces boîtes, elles vont commencer à avoir plein de procès. Ça a toujours été le cas. Microsoft s'est déjà pris des gros procès, mais ces procès peuvent fragiliser ces boîtes. Donc, ça, c'est la première raison qui explique la baisse. La deuxième raison, c'est l'explosion. C'est le Nasdaq, il a littéralement explosé. On a fait du 130% en quelques mois. Vous voyez ici, depuis la baisse du Covid, ça a pris 130%. Entre les plus bas et les plus hauts. Donc, on a eu effectivement cette hausse vertigineuse des marchés. Et donc, c'est normal que ça corrige un petit peu parce que ça ne s'est quasiment pas reposé. Et puis, ce risque qui pour moi est le plus important, c'est l'inflation. Et là, on le voit avec la crise énergétique, on le voit avec les prix du pétrole qui flambent. Et on voit également la politique la banque centrale qui dit qu'ils vont avoir une politique monétaire moins accommodante. Bref, tout ça fait qu'on est aujourd'hui dans une situation d'extrême fragilité. Donc, est-ce que le krach boursier il est pour bientôt? Clairement, on est dans une situation effectivement de surachat. On est dans une situation où l'économie elle commence à ralentir, où il y a beaucoup de risques, notamment sur le plan de l'inflation, etc. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment quelque chose. En fait, il y a des points positifs pour la poursuite de la croissance, de la hausse, et des points également moyens. Et donc, à partir de là, encore une fois, c'est le consensus. Quelle est la psychologie dominante? Et est-ce qu'on va avoir un retournement? Donc, pour moi, c'est très simple. Quand on voit, par exemple, sur le Nasdaq, vous voyez qu'on commence à avoir nos divergences. On a cette zone de neutralité. Pour moi, ça va être le gros niveau à casser. Ça va être ce niveau. D'accord? Ça va être ce niveau qu'il va falloir casser pour envisager quelque chose. Donc là, on est en train de faire une petite correction. C'est normal, c'est sain. On a déjà eu des corrections dans le passé, ça n'a pas empêché le marché de se retourner. Maintenant, la correction, elle commence à puer parce qu'effectivement, on a eu un marché qui a progressé fortement sans correction. Il faut pas oublier également que cette hausse, elle est quand même assez importante puisque le précédent marché haussier qui était après la crise des subprimes, vous voyez entre ce plus bas et là, on a eu effectivement une hausse de 160%. Donc, on est quand même dans une situation de plus en plus fragile. Donc, à la question, est-ce qu'un krach boursier?
Moi, je l'avais déjà dit il y a 2 semaines, hein, avant la baisse, je vous avais dit ça commence à puer. Maintenant, il nous faut encore quelques signaux pour vraiment dire ça pue grave. Mais ça commence effectivement à sentir pas bon. Pour ceux qui veulent aller plus loin, tami.net/LFA, grosse masterclass, gros programme d'excellence sur la liberté financière. Si ça vous intéresse, allez sur tami.net/LFA. Je vous dis à bientôt les amis. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao.